C'est moi-même absent, constitue un peuple fraternel dont je n'ai jamais connu le nombre exact. Je ne suis sans doute pas le seul à apprécier les plages désertes avec leurs centaines de chaises longues alignées. On peut voir à perte de vue qu'il n'y a personne d'autre que vous, et c'est pourtant ce moment-là que choisit votre peuple absent pour vous faire cortège. Il ne se montre jamais quand il y a du monde. C'est un paradoxe, mais la solitude est peuplée. Le cachot, pour cette raison, est une vraie punition, parce qu'il est individuel, étroit, avec un mobilier réservé à son seul occupant. Aucun membre du peuple des absents ne peut s'y installer avec le prisonnier. Si la cellule contient un autre lit, cela change tout, à la condition qu'il ne soit pas occupé par un autre détenu. Dans les voyages organisés, dans les croisières, le mot « single » est le mot le plus angoissant qui soit du vocabulaire hôtelier. Heureusement, le paiement d'un supplément permet d'être seul dans une chambre à 2 lits ou à 1 lit de place. Lors d'un stage où il était prévu d'être hébergé, j'avais prévenu que je ronflais terriblement et que par conséquent je risquais de déranger les personnes qui auraient à partager ma chambre. On m'en avait donné une grande à 4 lits. J'étais joyeux, pas seulement à cause de l'espace dont je disposais, mais parce qu'il y avait des lits vides et qu'une partie de mon peuple d'absents pourrait s'y allonger et ainsi magnifier ma solitude. La solitude qui donne de la jouissance, c'est celle du retirement. L'atmosphère de la station balnéaire l'hiver avec tous ses équipements vacants. J'ai plaisir à veiller quand tout dort dans la maison. Et la paix ne peut me gagner que lorsque je suis sûr que tous les êtres qui comptent pour moi sont en sécurité, à l'abri de la pluie, du froid, des voyous, des accidents de la route, de la chute en trébuchant sur un trottoir. Ce sentiment de sécurité est rare. Mais s'il est ressenti, même de façon éphémère, c'est un vrai moment de détente. Quand on a des enfants petits, c'est facile de l'obtenir. Quand ils deviennent des adolescents qui commencent à sortir et donc à rentrer tard, c'est plus difficile. C'est d'ailleurs beaucoup plus anxiogène lorsqu'on sait qu'ils vont rentrer dans la nuit que quand on sait qu'ils couchent chez leurs copains, parce que l'inquiétude n'est activée que lorsque les choses dont on s'inquiète sont reliées à vous. Les gens qui vous sont chers voyagent tout le temps, prennent leur voiture tous les jours, prennent le train, l'avion. Pourtant, c'est seulement quand ils nous quittent, s'éloignent d'un endroit où eux et nous étions ensemble, que l'on s'inquiète. On téléphone pour savoir s'ils sont bien arrivés, eux-mêmes téléphonent pour dire qu'ils sont bien arrivés. Il faut ce lien concret de proximité. Quand l'adolescent doit rentrer dans la nuit sans savoir précisément à quelle heure, on guette tous les bruits dans la maison qui pourraient manifester son retour. Et comme en même temps on a commis l'erreur de lui demander de ne pas faire de bruit, on en est réduit à guetter des bruits de souris et à entendre les craquements improbables des meubles qui se rétractent pendant la nuit. Et à cause de ce malentendu, l'adolescent rentrera sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ses parents. Et si ceux-ci, inquiets, sont encore éveillés, ils ne pourront s'endormir que s'ils perçoivent un signal sonore manifeste qui les assure que leur progéniture a bien regagné la maison. Et quand ce bruit explicite leur parvient, souvent à cause d'une maladresse de l'adolescent, c'est une vraie jouissance de cesser l'attente, de ne plus être tendu par l'écoute, de s'abandonner au poids du corps sur les draps et de s'endormir. On devient le villageois au Moyen-Âge, à l'abri de l'enceinte fortifiée, assuré que le pont-levis a bien été relevé, qui entend au loin « Dormez en paix, braves gens, car je veille ». Dormir est une vraie jouissance, pour peu que l'endormissement, seule phase consciente du sommeil, soit cette chute dans l'abandon. Pour y parvenir, le sentiment de sécurité est préalable. Il est renforcé par la satisfaction d'une tâche effectuée, d'une journée close,
et la perspective d'un lendemain pas trop négatif. Quand on fait l'amour, le plaisir crée cette détente profonde, propice à l'endormissement. L'espèce possède une enclave dans notre cerveau d'où elle nous enjoint en permanence de procréer sans nous laisser un seul moment de repos, excepté dans ce court moment qui suit l'orgasme. La balise Argos, vigie de l'espèce, cesse alors ses signaux. Elle diffuse même des petits messages de satisfaction, des jingles qui répètent en boucle « Tu n'es pas impuissant, bravo !»« Tu as trouvé une femelle, bravo !»« Tu as fait l'amour, tu peux te réjouir et te reposer pour reprendre des forces. » Le repos est un plaisir quand il suit ou précède une tâche. La sieste, au milieu de la journée, est très performante de ce point de vue. L'ambiance de la nuit active trop les enjeux du lendemain, et plus la tâche à accomplir au réveil est importante et nécessite un sommeil préparateur, plus il est difficile de s'endormir. Le sommeil du jour, volé au rythme quotidien, prépare mieux à la tâche à venir, même si elle est difficile. Le fait de s'allonger sans forcément se coucher suspend un instant le combat pour la survie. Le corps est alors prompt à s'affranchir du stress qui accompagne ce combat. Il pèse de tout son poids sur le matelas, si l'on a la chance d'avoir un lit, où l'on fait la sieste. Mais il est tout autant disposé à s'abandonner au contact d'un banc ou d'un sol juste recouvert d'une moquette. C'est toujours un spectacle réjouissant de voir des ouvriers endormis dans un coin de leur chantier, la casquette posée sur le visage, l'enfant endormi sur son dessin, les bras croisés sur la toile cirée de la table de la salle à manger, et cette petite femme que j'avais vue couchée dans le filet à bagages d'un train dont elle se servait comme d'un hamac. Napoléon s'endormait à 2 pas du champ de bataille sur le lit de camp de son bivouac fraîchement installé. Le sommeil étant un endroit secret, dont nous nous souvenons d'aucune sensation qui lui soit propre, je me contente donc d'investir le crescendo de l'endormissement. J'aime deviner le décor de ma chambre éteinte, regarder le noir, sentir mon corps allongé dans les draps qui se réchauffent doucement. Les diodes du radio-réveil clignotent, les reflets des enseignes des magasins dans la rue, filtrés par les lamelles parallèles des volets, donnent une consistance et une épaisseur à l'ombre, comme le faisceau du phare désigne la mer énorme et invisible qui l'entoure. Les yeux grands ouverts, j'ai l'impression de commettre une indiscrétion en guettant ainsi mon sommeil à venir.